Et qui va nous parler des politiques publiques, en fait, comment les instituts et le CAU et leur rôle dans leur influence sur les programmes et les politiques publiques. Bonjour à tous, merci d'être ici pour nous entendre. Je pense que c'est important pour les instituts d'avoir cette scène qui nous permet de dire un peu ce que l'on fait, parce que c'est parfois un peu ésotérique, peut-être, je ne dirais pas que c'est ésotérique, mais quand même, c'est un peu excellent. Donc, pour montrer qu'on fait des choses aussi très concrètes qui ont, à mon avis, des retombées sur l'ensemble de la population, mais qui met en visibilité notre CIUS. Et c'est un peu ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Donc, davantage au niveau des programmes de santé publique, l'intervention de santé publique, mais également des politiques en santé publique. Mais avant, bien sûr, je vais essayer de faire un peu de la publicité pour mon institut, l'Institut universitaire sur l'indépendance, qui est notre institut, en fait. Et puis donc, je vais vous dire quelques mots sur l'Institut parce que c'est pour dire que on a une mission assez variée, les instituts. C'est pas seulement, là, on a mis la mission de l'Institut sur les dépendances, mais l'ensemble des instituts ont une mission assez variée. Vous la connaissez peut-être. Là, on va davantage parler du développement, l'accompagnement et le soutien que l'on offre au niveau de l'intervention en santé publique et des politiques en santé publique. Et ça va dans un contexte plus large parce qu'on a des axes de recherche. Dans les axes de recherche, c'est mieux connaître le consommateur et son entourage. Mais connaître le consommateur et son entourage, ce n'est pas une photo, un Polaroid qu'on prend une journée, c'est une évolution. Donc, on fait de la recherche, effectivement, à ce niveau-là. Des services et des outils, c'est surtout dans notre axe 2 qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc, comment on peut mieux offrir des services aux personnes qui ont des problèmes de dépendance ou qui risquent de le devenir. Et puis l'intégration, la modélisation, parce que l'intégration, c'est aussi l'intégration des services. La grande majorité des personnes qui ont des problèmes de dépendance ont aussi des problèmes de santé mentale. Une grande partie des personnes qui ont des problèmes de dépendance ont aussi des problèmes de judicialisation. Donc, beaucoup de troubles concomitants. C'est important aussi d'intégrer et de modéliser comment on peut offrir ces services. Mais bon, je le répète, on va davantage aujourd'hui s'axer sur un de nos axes. Mais c'est pour vous dire que c'est un de nos axes. On en fait pas mal plus aussi. C'est le marketing un peu là. OK, donc depuis 2015, vous aussi, vous avez subi probablement plus que moi, des grands changements. On a des grands changements. Dans nos changements, ce que je voudrais identifier davantage, c'est qu'on a la création d'un centre d'expertise. Et ce centre d'expertise, c'est vraiment un lieu de rencontre avec les gestionnaires, les intervenants, la recherche pour ensemble avancer, mieux connaître une problématique. Donc, on a entendu parler de co-construction des connaissances. C'est aussi dans l'ensemble des instituts, on a cette volonté de co-construire les connaissances. On a un credo, c'est que la connaissance, c'est oui, bien sûr, issu de la recherche. Je ne peux pas dire le contraire, je suis chercheur, mais c'est aussi issu de vos connaissances au niveau de la gestion et les connaissances du terrain. Donc, c'est important d'avoir des endroits pour pouvoir avoir cette réflexion commune sur les enjeux communs. Donc, il y a ce centre d'expertise. On a aussi un mandat national des instituts. Et, entre autres, au niveau de l'Institut universitaire sur l'indépendance, on a des commandes du ministère de la Santé et des Services sociaux aussi pour répondre à des besoins. Peut-être que si j'ai le temps, je vous donnerai quelques exemples, mais en même temps, ça met notre CIUS avec un bon aura au niveau du ministère, ce qui est toujours bon, je pense, je dirais. Et puis, bon, c'est ça. Donc, vous le voyez un peu. Mais je voulais vous donner un peu ce contexte-là. Je voulais aussi vous dire que nous sommes deux chercheurs. Il y a deux chercheurs d'établissement. Donc, nous payons, au niveau de notre CIUS, deux chercheurs d'établissement. Bon, un peu de personnel aussi. Mais notre force, c'est aussi 30 chercheurs universitaires qu'on ne paye pas, mais qui fait en sorte que notre CIUS a cette visibilité. Et c'est aussi important de savoir que la majorité, tous les instituts universitaires ont aussi ce levier
Donc, avec quelques chercheurs qu'on paie, plusieurs chercheurs qu'on ne paie pas, mais qui offrent ce service. Donc, j'espère que les gens en finance sont un peu heureux de cet aspect. OK, donc là, je vais parler vraiment des enjeux de consommation, de santé publique au niveau de la consommation. Un premier programme, et ça date de 2004. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de dépendance. OK, non, pas des problèmes de dépendance, il y a des problèmes de gestion de leur consommation, mais qui ne veulent pas nécessairement atteindre l'abstinence, ils ne veulent pas nécessairement non plus aller dans un centre public de réadaptation. Quand ils y vont, ils ne se retrouvent pas parce qu'ils ne sont pas rendus à cette étape de leur trajectoire où est-ce que la consommation a pris toute la place. Et puis, mais ils ont besoin de services. Puis quand ils vont dans les centres publics de réadaptation, dans les centres privés, ils quittent très rapidement, puis ils ne bénéficient pas parce qu'ils ne se retrouvent pas, ils ne s'identifient pas avec ces gens-là. Donc, en 2004, on a dit, OK, on va faire un programme léger pour ces consommateurs-là qui ont besoin de services. Donc, on peut appeler ça de la prévention secondaire si vous voulez, mais un programme léger. Et à ce moment-là, ce programme, qui s'appelle Alcochoix, est offert maintenant dans ce qu'on appelait les CLSC, et partout. Donc, on forme les gens à offrir ce programme-là. Et effectivement, ça a un effet parce que si on peut prendre la personne au début de sa trajectoire, à ce moment-là, peut-être qu'on va faire en sorte qu'elle n'aura pas besoin d'aller plus loin et de lui offrir des services qui sont beaucoup plus coûteux. C'était Alcochoix. Donc, c'est offert dans toutes les régions du Québec. C'est même offert à l'extérieur. Donc, on a de l'envergure. On est en Suisse, on est en Belgique maintenant avec ça. Et les intervenants s'aperçoivent que le format, c'est idéal. Ça, ils adorent le format. Mais il y a des limites. Des limites, entre autres, parce que on ne recommande pas l'abstinence. En fait, c'est plutôt un contrôle de la consommation qui est enseigné là-dedans. Mais il y a des gens, on préférait leur montrer l'abstinence. Les personnes enceintes, entre autres. Ça nous achale un petit peu. Parce qu'on ne sait pas quelle est la quantité d'alcool qu'ils peuvent prendre alors qu'ils sont enceintes. Donc, on n'offre pas tellement, dans les CLSC, on n'offre pas vraiment ce programme-là vraiment enceinte. Il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, que leur condition exige l'abstinence. Ce qui fait que là, on est en train de développer un autre module qui va se greffer, en fait, qui va même remplacer une partie pour des gens qui nécessiteraient l'abstinence. Un autre élément, vous avez peut-être entendu parler entre les branches qu'il va y avoir la légalisation du cannabis le 1er juillet 2018. Allez, ça va être légal. Donc, c'est peut-être intéressant. Il va peut-être y avoir du monde qui vont développer des problèmes de dépendance. Effectivement, actuellement, il y a à peu près 10% des gens qui développent des problèmes de dépendance avec le cannabis. Bien, on peut peut-être leur montrer comment gérer leur consommation de cannabis. Donc, c'est un autre programme avec la rédaction est presque terminée, la pré-expérimentation de, ça ne sera pas Alcochoix bien sûr, ça va être Canachois peut-être, on verra. Le titre n'est pas, si vous avez des suggestions, on est bien. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes de jeu. Et pas de choix. Non, mais c'est pas de choix, c'est pas. On y a pensé, mais ça n'a pas l'air à donner grand choix. Ça n'a pas l'air à donner grand choix, pas de choix. Bon, il y a des gens aussi qui ont des problèmes de jeu. Et c'est aussi dans notre mission, ces gens-là. Ils ont souvent été mis de côté un peu. On a investi beaucoup d'argent pour la réadaptation. Mais il faut aussi peut-être penser à ces gens-là avant qu'il y ait un besoin d'aller dans un centre public de réadaptation, de leur offrir quelque chose. Et on est en train aussi de travailler sur une version, je me questionne, le jeu de mots, là, je me questionne, au niveau pour ces gens-là. Donc, c'est un exemple que au niveau de la politique de santé publique, on n'est pas en réadaptation avec la grosse armada que l'on donne pour offrir des traitements, des services de réadaptation, pour des gens qui ne s'y retrouveraient pas et qui abandonneraient, mais pour mieux leur offrir des services et dans leur milieu. Et c'est ça qui est important, dans leur milieu. Dans les CLSC, donc il n'y a pas besoin d'aller prendre le métro, souvent ils sont à côté. C'est aussi la proximité que l'on essaie de faire. Donc vous avez ce programme, donc on appelle ça ma conso, mes choix, maintenant, parce qu'il va y avoir différents modules sur lesquels on travaille.
Un autre exemple, les wet shelters. Ça, je le donne comme exemple parce qu'on travaille avec le CREMIS. Vous avez entendu parler du CREMIS tout à l'heure. On travaille avec le CREMIS et ça, c'est ce que la DER, entre autres, nous a permis de faire. Un avantage du regroupement, c'est qu'on est plus en proximité avec les autres instituts universitaires, les autres centres affiliés. Ce qui fait que ce projet, on a travaillé avec le CREMIS et avec cette expertise du CREMIS. Parce qu'au niveau de la dépendance, nous, on n'avait pas tellement cette expertise de l'itinérance. Et là, on peut le faire. Donc, c'est pour ça que je donne cet exemple. Les wet shelters, qu'est-ce que c'est? Bien, vous savez qu'il y a plusieurs, on est dans un CIUS qui sait qu'il y a plusieurs, quand même, personnes qui ont des problèmes d'itinérance. On les côtoie tous les jours. Il y a des centres d'hébergement pour ces gens-là, bon, la maison du père, etc. Mais plusieurs ne fréquentent pas ces centres d'hébergement. Pourquoi ils ne fréquentent pas? Il y a multiples raisons. Mais entre autres, dans les raisons, c'est que parfois, ils sont intoxiqués. Hein? Et puis, le centre d'hébergement n'aime pas bien ça, des accueillir intoxiqués. Donc, ils vont pas. Ils préfèrent coucher sur la rue. Parfois, il y en a qui aimeraient même apporter leur alcool, mais on leur interdit. Il y a des endroits, ça se fait. Des endroits où est-ce qu'on leur permet de consommer sur place même, ou d'être intoxiqués. Il y a même des endroits, vous ne croirez peut-être pas, mais on leur sert des doses d'alcool. Eh oui, pourquoi pas? On parle de réduction des méfaits. Et pas si loin, là, c'est pas en Norvège, dans les pays qui ont plein de bonnes idées, ou en Russie, où est-ce que la vodka est dans leur menu de tous les jours. Non, non. Ottawa. Toronto. Il y a des gens qui font ça. Ce qui fait qu'on a été appelé par le CIUS, on a été appelé par la Ville de Montréal et les partenaires pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Donc là, actuellement, on fait une revue systématique des écrits. On a ratissé très large pour voir qu'est-ce qu'on sait des wet shelters. Et donc, on commence à avoir des idées. Là, il est presque terminé. On a eu une rencontre du comité. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des effets bénéfiques aux wet shelters. Donc, ce qu'on va faire, donc, on est en train de faire la revue systématique des études. On va ensuite consulter des experts qui en ont fait, au Canada, mais ailleurs, puis aussi du monde ici, là. Parce que disons qu'on fait un wet shelters, vous avez le droit de boire. Non seulement vous avez le droit de boire, c'est le wet shelters, on vous sert des doses d'alcool. Allez-vous avoir tendance à aller à la maison du père où est-ce qu'il ne sert pas d'alcool? Peut-être pas. Donc, on veut voir aussi l'impact que ça a. Donc, on a une dimension sociale dans nos recherches. Donc, oui, on fait une revue systématique de la littérature. Oui, on va consulter les experts qui l'ont déjà utilisé, mais en même temps, on va regarder ici, dans notre contexte québécois, qu'est-ce que ça peut être. Et c'est peut-être pas un shelter qu'on va avoir, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un centre de jour, c'est peut-être autre chose. Mais on travaille en partenariat avec les gens qui sont dans le milieu là-dessus. Et entre autres, donc on a un comité scientifique, des gens du CREMIS, des gens de l'Institut. Ces gens-là ne sont pas payés par nous autres. Des chercheurs universitaires. On travaille aussi avec l'expertise terrain. Et c'est ça, on va déposer un avis scientifique au mois de décembre. Donc, c'est pour montrer l'implication sociopolitique que l'on a en déposant cet avis au mois de décembre. Et, si l'avis est favorable, ensuite, une demande de financement pour faire une étude de faisabilité et ensuite voir l'étude d'implantation. Donc, vous voyez, on est en cheminement avec les milieux pour ce projet. Serge, l'avis, oui. Ça va être déposé à la Ville de Montréal? Au ministère? Non, répondons. Le comité directeur intersectoriel sur l'itinérance. C'est le comité intersectoriel qui a donné le mandat, mais au nom de tous les partenaires, parce que la Ville, évidemment, est très intéressée à avoir ces études-là qui sont pas partenaires. Mais on fait vraiment sous l'égide de... Du CIUS. Merci. Il y a d'autres exemples que l'on peut donner. Entre autres, actuellement, là, on a développé dans les dernières années plusieurs outils. Le RISC, une équipe de recherche à l'intérieur de notre CIUS, à l'intérieur de notre institut, a développé plusieurs instruments. Le problème qu'il y a, c'est qu'actuellement, il y a des instruments différents pour les jeunes, pour les adultes. Il y a des instruments différents pour la prévention et puis l'identification des besoins au niveau du traitement.
Donc, la personne qui est jeune, qui va passer adulte, elle va recommencer avec un autre instrument. La personne qui a été évaluée en prévention, puis là a été évaluée en centre de réadaptation, ça va être un autre instrument. On essaie d'avoir un instrument intégré où est-ce que les questions qui sont déjà posées, on ne les repose plus. On puisse avoir accès à cette information-là, à moins que ce soit une question qui change. Donc, dans les 30 derniers jours, la personne peut avoir des changements. Son âge, là, c'est la même. C'est sûr que ça va changer à chaque année, là, mais vous pouvez la deviner à peu près. C'est quoi son âge avec la date de naissance? Donc, c'est ce genre de ce qu'on veut faire. Je vais passer tout de suite au drug checking. Vous avez entendu parler des problèmes de fentanyl, carfentanyl et puis d'autres produits qui font en sorte qu'il y a des overdoses. On a entendu surtout parler en Colombie-Britannique, mais récemment, on en a parlé ici. Le problème, là, c'est que c'est illégal, ces drogues-là, qui sont consommées, qui sont injectées, et puis on ne sait pas c'est quoi. Quand c'est un produit légal, habituellement, on sait pas mal qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais quand c'est un produit qui est illégal, on n'a aucune idée. Et là, il y a des petits revendeurs qui sont aperçus que s'ils mettaient un peu de fentanyl dans la drogue, dans l'opiacé, l'opioïde qu'ils vous vendaient, ben ça avait de l'impact, c'était plus puissant, ça devait pas mettre plus d'argent. Donc, ils ont commencé à en mettre sans trop savoir ce que c'était et sans trop le mélanger tout à fait dans leur batch. Ce qui fait qu'il y a du monde qui a de l'overdose. Ouais. Ils font des overdoses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vendent. Donc, mais il y aurait une solution simple. On pourrait faire ce qu'on appelle du drug checking. Ça se fait ailleurs aussi. Ça se fait en Colombie-Britannique. Donc, dans des grandes manifestations de danse, des manifestations festives comme il y a l'été, il peut y avoir un kiosque où est-ce qu'on va analyser la drogue. On va dire, voilà ce qu'on voit dans ta drogue. Tu en consommes ou tu n'en consommes pas. Mais au moins, tu vas savoir ce qu'il y a dedans. Puis on peut même dire, bon, à ce niveau-là, là, ça commence à être pas mal dangereux. On peut le faire dans les sites d'injection supervisés aussi. Ils apportent leur drogue dans les sites d'injection supervisés. Qu'est-ce qu'ils vont consommer? Dans les milieux gays aussi, il y a pas mal de chemsex maintenant, donc ça pourrait être intéressant d'analyser. Ce qu'on fait là, on va analyser les meilleures méthodes, parce qu'il y a différentes méthodes. De temps en temps, une petite bandelette qu'on prend, puis ça change de couleur, puis là, ça dit qu'il y a du fentanyl. Il y a des laboratoires de 100 000 $ qui existent aussi. Donc, voir pour les différents contextes. Donc, un contexte festif, c'est différent du système d'un site d'injection supervisé. Quelles vont être les meilleures méthodes pour analyser cette drogue-là, pour le dire à la personne qui est le consommateur, mais aussi pour le dire à l'ensemble de la population, pour dire, de ce temps-ci, là, il y a pas mal de fentanyl qui circule, faites attention. Donc, c'est un autre élément, le drug checking. Je vais tout de suite passer, je regarde l'heure. J'aime ça parler, mais des fois, les gens aiment moins m'entendre, donc je vais... je vais passer au niveau des politiques. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, légalisation du cannabis 1er juillet 2018, ça s'en vient très rapidement. Donc, on a travaillé très proche au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais aussi au niveau du comité interministériel pour dire ce qu'on savait. En fait, dire ce qu'on savait, et il faut faire attention, là, dire ce qu'on savait, il y a bien du monde qui savent bien des affaires actuellement, mais qui n'est pas appuyé sur grand-chose. Le problème, c'est que le cannabis a été illégal depuis 100 ans. Il n'y a pas eu de grande recherche avec contrôle, groupe contrôle, etc., qui s'est fait dans les dernières années. On a fait une recension systématique des écrits sur différentes dimensions au niveau de la légalisation du cannabis et on a déposé un mémoire au niveau du ministère de la Santé et des Services, au niveau du gouvernement du Québec plutôt, sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas au niveau du cannabis pour que le gouvernement puisse avoir la meilleure connaissance possible de ce que l'on sait. Et c'est sûr que par après, ben, ça va être une décision politique. Ça, ce n'est pas nécessairement toujours à partir de la science, mais au moins, ils vont le savoir. Et on a aussi fait beaucoup de rencontres, entre autres avec le milieu judiciaire. Les juges étaient très intéressés à savoir qu'est-ce qui se passait avec le cannabis, mais eux davantage au niveau des différentes formes de consommation, des différents effets au niveau de la consommation. Donc, on a été très présent au niveau du milieu judiciaire. On a été présent aussi au niveau du milieu de la santé publique, entre autres au niveau de la Journée nationale de santé publique. Les Journées nationales de santé publique qui vont se tenir à Québec en décembre, on va être là. On est responsable d'une journée. Dans le milieu scolaire aussi, on organise une demi-journée en décembre aussi avec le milieu scolaire et la sécurité publique pour informer les gens. On travaille avec l'UDM, l'Université de Montréal, pour la création d'un micro-programme justement sur le cannabis où est-ce qu'on va réunir les gens de pharmacie,
vont parler de la molécule, les gens de droit qui vont parler de l'aspect juridique, les gens de psychoéducation, etc. L'ensemble des acteurs qui sont à l'Université de Montréal pour offrir un microprogramme. Mais bien sûr, l'Institut universitaire sur la dépendance et donc Notius va être clairement représenté là-dessus. Et on a eu certaines prises de position dans les médias, mais je pense que le plus important, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec le plan interministériel au niveau des dépendances, et on a travaillé beaucoup aussi au niveau du forum qui a eu lieu en juin dernier pour le cannabis. Donc, ce sont des exemples que je voulais vous donner pour vous montrer comment on travaille, soit au niveau des outils avec les intervenants de santé publique pour aider à mieux gérer le problème de consommation, ou qu'on travaille au niveau politique pour mieux aider les gens qui vont faire les lois. Voilà, merci beaucoup.